Donc on vous accueille dans le cadre des ateliers juratiques, hein, actions qu'on met en place à destination des entreprises et des collectivités, une fois par mois, en partenariat aussi avec la CCI du Jura qui elle met en place des web schools qui sont sur le même format, à savoir en soirée, 2 heures à destination des entreprises et des collectivités sur des usages numériques qui répondent à des besoins et des problématiques que rencontrent les entreprises. Donc voilà, vous avez un programme qui est dans la pochette qui vous donne les différents ateliers qui restent encore à venir d'ici la fin de l'année. Et ce soir, donc, on traite des Fab Labs et de leur mode donc, de fonctionnement et des solutions qui peuvent être apportées aux entreprises avec ce nouveau modèle économique qui est mis en place à travers les Fab Labs. Et on accueille donc les Fab Labs de Bourgogne-Franche-Comté, M. Yves Lecoq et M. Arnaud Bonnet, qui vont vous présenter donc un petit peu le principe et les modes de fonctionnement des Fab Labs. Je sais qu'il y a un gros réseau qui est en train de se constituer au niveau des Fab Labs Bourgogne-Franche-Comté, avec déjà pas mal d'initiatives initiées dans le département du Jura. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, je vous remercie. Bonjour, donc moi je suis Yves Lecoq, nous travaillons tous les deux, Arnaud et moi, avec Pascal Minguet. Avec Pascal, j'ai créé Ikishare, donc qui est une association qui rassemble les tiers-lieux et Fab Labs de Bourgogne et Franche-Comté. Je vais vous montrer tout à l'heure la carte. Pour le moment, on a une douzaine de lieux créés et à l'horizon des 6 mois qui viennent, on aura un peu plus d'une trentaine de lieux sur la Bourgogne et la Franche-Comté, en sachant que les premiers Fab Labs historiques, c'est le Fab Lab de Biarn, dont fait partie Arnaud, qui était donc le premier Fab Lab rural de France. Et donc, on va dire que tout est un peu parti de là dans nos régions. Alors, vous êtes tous, je pense, assez connaisseurs de ce qu'est un Fab Lab, mais je vais quand même rappeler ce que les principes fondateurs et les principales lignes directrices d'un Fab Lab, en sachant que le sujet c'était du numérique aux objets, et après nous aurons l'occasion de discuter et de répondre à vos questions. Donc évidemment, un Fab Lab, c'est on va dire un tiers-lieu qui est dédié à la fabrication numérique. Pour résumer rapidement, un tiers-lieu, c'est un espace neutre, c'est pas l'entreprise, c'est pas la maison. Et le Fab Lab est donc un laboratoire de fabrication numérique qui répond tout au prou, enfin en majeure partie à la charte du MIT qu'on peut trouver, donc le Massachusetts Institute of Technology de Boston. Et ce sont des ateliers de fabrication numérique où chacun peut, le principal critère de la charte, c'est d'être ouvert à tous les publics, que ce soit le grand public, l'homme de la rue, l'entreprise, les associations, les PME, TPE, des artistes, enfin voilà, c'est vraiment un espace collaboratif ouvert. C'est aussi un lieu où chacun peut imaginer, créer, donc imaginer, réparer, innover, et c'est un lieu de collaboration entre makers. Donc les makers, on pourrait le définir en français par des bricoleurs créateurs. C'est aussi un lieu d'échange de savoir, un lieu de travail en équipe, de projet et d'open innovation. Donc du virtuel à l'objet, il n'y a qu'une image qui apparaît. Donc on part évidemment d'un dessin, d'une modélisation en 3D sur différents logiciels. Sur le principe de la charte du MIT, l'ensemble, on va dire que toute la chaîne de conception et de réalisation doit au maximum être faite sur un axe open source, c'est-à-dire de partage des connaissances, de partage des données et d'évolution de celles-ci.
Ah mais voilà, les images apparaissent petit à petit, c'est magique. Voilà. Donc un Fab Lab, ça s'adresse à qui? Pour tout public, c'est un lieu ouvert qui met à la disposition de ses utilisateurs les ressources techniques, technologiques et humaines, donc machines, outils, temps outils, les logiciels, des procédés, des savoir-faire et aussi évidemment des mentors qui peuvent être des Fab Lab managers ou ce qu'on appelle aussi des forgeurs numériques. Et tout cela est nécessaire à la création et la fabrication des objets et des projets de toutes sortes qui répondent à un besoin personnel, un besoin collectif ou un besoin entrepreneurial. Comme je l'ai dit précédemment, la caractéristique principale des Fab Labs, c'est leur ouverture. Ils s'adressent aux entrepreneurs, donc aux designers, aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants, aux férus du numérique en tout genre, mais pas uniquement. Ils s'adressent à des gens qui veulent passer plus rapidement de la phase du concept à la phase de prototypage, de la phase de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de mise au point à celle du déploiement, etc. C'est aussi des lieux qui permettent d'être tout de suite, d'avoir tout de suite un résultat concret de ce que l'on peut avoir imaginé dans son cerveau. Donc pour les startups, les TPE, les PME, l'artisanat, c'est évidemment ce que je disais, le prototypage, tout ce qui est lié à la prothèse, à l'orthèse, aux outils. C'est l'ouverture à une économie douce parce que ça a permis de créer des séries limitées également. Pour le monde de l'éducation, c'est un outil formidable pour l'apprentissage du numérique, pour la création, la vulgarisation scientifique. C'est aussi un outil qui permet de développer des axes de travail sur tout ce qui est école de la deuxième chance, des enfants férus d'informatique ou de jeux vidéo qui sont en voie d'exclusion des systèmes scolaires standards peuvent, à travers les Fab Labs, redécouvrir la notion de faire, de fabriquer, de travailler sur des projets et des projets concrets, et ça peut leur ouvrir des horizons professionnels. Pour les collectivités, on peut utiliser quelques mots-clés: la proximité, la cohésion sociale, les aspects économiques, nouveautés et alternatives économiques, la citoyenneté, recréer du lien social autour d'un projet. Le Fab Lab développe une culture de projet communautaire. Et la qualité de vie sur un territoire, un Fab Lab sur une commune, enfin on peut le voir à travers l'expérience de Bjarne, est un lieu, à la fois un lieu de vie, un lieu de fabrication, mais aussi un lieu qui redonne du sens à la notion de partage et à la notion de communauté et de vie publique. Qu'on a eu tendance, excuse-moi je te coupe, à perdre au fur et à mesure du temps, ce qu'on a eu tendance à perdre un petit peu dans nos petites communes rurales, où tout ce qui est bar, etc., entre autres, un petit commerce de proximité, toutes ces choses-là ont disparu, et finalement on arrive un petit peu à réunir des gens pour faire des projets concrets. On arrive à retrouver des personnes. Oui, dans les pays anglophones, les Fab Labs communautaires sont identifiés comme étant la continuité de ce que pouvaient être les social pubs, par exemple à Londres ou dans des endroits comme ça. Les gens se retrouvent, discutent et construisent des projets concrets ensemble, et tout cela crée une émulation. Et puis évidemment, le Fab Lab est un lieu de veille et de pratique numérique qui est essentiel, parce que c'est un lieu qui est à la fois ouvert, un lieu d'échange, donc comme je le disais, où tout le monde peut se retrouver et puis émerger vers des projets extrêmement différents, et surtout où chacun peut apporter à des projets différents. On va en parler, je vais vous donner des exemples concrets par la suite. Alors un Fab Lab, pourquoi faire? Justement, quelques exemples de projets. Ce sont là des projets réalisés donc, au Fab Lab de Bjarne. Par exemple, sur l'impression... pardon. Là, vous avez deux photos. Ce sont des étudiants de l'ENSAM de Besançon. Alors, c'est très étonnant parce qu'à l'ENSAM, donc l'école des microtechniques... C'est l'ENSAM, il n'y a pas de A. ENSEM, pardon. Oui. Il y a une imprimante 3D
mais qui n'est pas forcément accessible pour les élèves de l'école en usage privé ou sur des projets associatifs internes à l'école. Donc Arnaud pourra vous en parler, mais ces deux étudiants avaient à fabriquer un drone et une imprimante 3D pour fabriquer des pièces du drone. Ouais. Et ils ont utilisé l'imprimante du Fab Lab de Biarn en fait, pour fabriquer des pièces, reproduire leur imprimante 3D qui après a permis de fabriquer les pièces pour leur drone. Un autre exemple, Luc Herman, qui développe une start-up qui est hébergée à Besançon, qui s'appelle BioBugs, et il élève des insectes à usage alimentaire pour à la fois les animaux et puis l'être humain pour l'avenir. L'être humain pour l'avenir, et il avait besoin de fabriquer des prototypes pour les incubateurs de ces insectes. Et s'il faisait appel à une société, il en avait pour 50 000 €. Entre 40 et 50 000 €. Et donc, il est allé voir le Fab Lab de Biarn et il a pu dessiner et fabriquer son prototype à Biarn. Et donc, il a gagné à peu près 6 mois de temps et puis 40 000 et 50 000 €. Sachant que ça lui est revenu à une centaine d'euros son adhésion. Okay. Exactement, voilà. Et puis un lieu où on a pu aussi apprendre, nous, avec le savoir qu'il avait, il a pu nous faire découvrir aussi toutes ces choses, ces insectes, ce qui est entre autres des vers de farine, qui étaient un petit peu, on ne connaissait pas du tout, donc c'était une petite chose bien agréable à découvrir avec Luc. Alors on va parler rapidement des prothèses, mais on a aussi des exemples nous-mêmes de prothèses maxillaires qui ont été fabriquées pour le CHU à Besançon. Mais voilà, il y a la fameuse prothèse de main dont tout le monde a parlé fin août. Ce sont des choses largement médiatisées, mais que l'impression 3D permet de constituer. Alors ça a été fait justement dans l'esprit vraiment de la charte du MIT, c'est que cette prothèse de main, elle a été réalisée par des ingénieurs et des makers qui sont dans le réseau mondial, et qu'il y avait autant d'Italiens que de Vénézuéliens, que d'Américains et de Français partager dans le qui ont partagé leur savoir, leur connaissance et leur savoir-faire sur la réalisation de cette main. Alors des pièces pour lutter contre l'obsolescence programmée. Juste pour la petite anecdote. Oui. J'ai travaillé pour une boîte en prothèse dentaire, après ça. L'impression 3D dans la prothèse dentaire, le process a été mis en route en l'an 2000. Pour la petite anecdote. Oui, tout à fait. Moi, je bossais avec eux en 2007-2010. Oui. Et en fait, aujourd'hui, l'impression 3D, bah voilà, mais c'était dans un process certifié ISO. Absolument, oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs un prothésiste à Champagnole, je crois, qui est en train de s'équiper, ou si ce n'est déjà fait, d'un système de process d'impression 3D qu'il a validé pour pouvoir fabriquer lui-même des prothèses. Donc là, on gagne vraiment à la fois en termes de... C'est extrêmement adapté, l'impression 3D sur ce type d'objets, puisque ce sont des objets uniques. Et puis on est vraiment sur un circuit court, puisque c'est fabriqué sur place dans le laboratoire du dentiste. Donc aussi, il y a voilà, tout un gain de temps. Bientôt, ce sera possible d'aller directement chez le prothésiste, il vous la fabrique tout de suite dans l'heure, et puis comme pour les lunettes aujourd'hui. Vous pouvez avoir vos lunettes dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent. Ça se fait pas justement. Si justement. Pardon, pour des verres, si, mais pour des lunettes, maintenant, c'est en train de se développer, absolument. Il y a une grande marque assez connue. Une grande marque de verre, pour certains verres. Ça va se développer dans le secteur où on pourra faire nos montures quasiment pendant l'heure, mais presque. Oui, c'est ça. Le temps de l'utilisation de la machine qui peut être nécessaire. Mais aujourd'hui, il y a des startups qui développent et des Fab Labs qui développent des logiciels qui permettent de pouvoir fabriquer une lunette sur mesure. En fonction du modèle que l'on choisit, on peut même dessiner son propre modèle et l'avoir dans les quelques temps. Mais pour en revenir à la lutte contre l'obsolescence programmée, on a quelques exemples. Donc un bouton de four, c'était une vieille dame de Rénan qui était venue et puis qui nous dit que le dépanneur sort de chez elle, la pièce n'existe plus. Oui. Et donc,
puisque aujourd'hui, de toute façon, tout fabricant d'électroménager se doit de pouvoir distribuer des pièces dans un délai de 5 ans, mais après, ils peuvent cesser la fabrication. Et donc, on lui a, alors, allez, à Biarn, juste pour résumer la chose, qui a été une petite anecdote très rigolote, c'est que cette dame est venue nous voir un vendredi et nous dit, lors de nos permanences qu'on a le jeudi et le vendredi, qui nous dit je suis très embêté, j'ai mes petits-enfants qui viennent ce week-end, et mon bouton de four va rester dans les mains. Alors elle me dit mon four a 15 ans, elle me dit ça m'embête de le jeter alors que c'est quelque chose qui marche encore. Donc on a eu la possibilité de lui faire, de la modéliser, de lui imprimer. Elle est revenue, elle l'a mis chez elle, le four est reparti. Le week-end d'après, elle est venue nous voir dans la permanence après, le jeudi d'après. Elle est revenue avec un beau gâteau qu'elle avait fait avec son four. Hein, elle nous a dit vous nous avez sauvé la vie. Cette dame-là, on lui a rien demandé parce que c'est toujours cet échange collaboratif qu'on souhaite toujours un petit peu... maîtriser. Elle n'a pas de délai d'obsolescence programmée. Non. Celle que vous avez fabriquée. Non, et elle est fabriquée à partir du moment où elle rentre dans le domaine public, puisqu'elle n'est plus fabriquée elle n'est plus distribuée ni fabriquée par l'entreprise qui fabrique. Mais elle a une obsolescence, si. Après, tout dépend de l'usage. Mais on peut en refaire à l'envie après, à partir du moment où on a le modèle. Pareil, on a un membre du Fab Lab de Biarn, pour sa fenêtre oscillobattante, il avait une pièce qui servait de butée alors celle-ci que vous pouvez voir, qui est un tout petit, mais qui avait cassé. Le constructeur avait déposé le bilan, pas de pièces détachées. Bon, il a pu refabriquer son mécanisme de fenêtre et puis l'imprimer en 3D. Maintenant, elle marche toujours, ça fait 3 ans et pour le moment la pièce n'a pas cassé, donc il n'a pas eu besoin de changer sa fenêtre. Alors, ça m'est arrivé de réparer une imprimante 3D en imprimant une pièce aussi. Oui. J'étais au Vietnam, Radiosper, ça marche pas au Vietnam, quoi. Et j'avais 2 imprimantes 3D. Vous avez pu adapter les pièces. C'est ça, un truc qui avait cassé. Comme le système de la RedTrap. Du fabricant, c'était des machines à 800 000 €. Hein. En plus, c'était les grosses. Cire plus résine polymérisée, etc. Et pour l'anecdote, en fait, le fabricant revenait vers nous parce qu'en fait, on avait battu tous les records en termes de durée de vie de la machine pour la maintenir en ligne, pour les marchés. Donc on la connaissait par cœur. En fait, les fabricants au début nous ont gueulé parce qu'il faut en racheter, il faut racheter. Forcément. Et après, ils sont revenus vers nous pour faire des reverse engineering. Mais comment vous avez fait pour la faire tenir on a fait 10 fois la durée de vie annoncée. Ah oui, quand même. 10 fois. Qui était une durée de vie de combien alors, la durée de vie annoncée? Oui, c'est ça. C'est surtout les têtes d'impression en fait, une durée de vie, puis en fait, on a trouvé comment ça marchait, les points faibles. Vous avez pu renforcer aux différents points. Et puis surtout, c'est un circuit chauffant, entièrement chauffant en fait, cire résine. Et le problème, c'est les cartouches et le prix des matériaux. Et puis en fait, les cartouches, ils les jetaient avec encore ça sur ça de résine. Donc nous, on avait fait des modifications pour pousser la cartouche jusqu'au bout. Oui, pour pouvoir un maximum l'exploiter finalement. Le fabricant n'était pas très content. Et en fait, après, ils sont revenus vers nous et on a fait support pour d'autres. En réparant notre propre machine. C'est une continuité sans fin, quoi. C'est ça qui est dingue, c'est à partir d'une imprimante 3D, on peut faire d'autres, construire une autre. Absolument, oui. Comme la pièce, on va faire une deuxième. Comme les RepRap, toutes les des Manuel Gillose. C'est la première imprimante du Fab Lab de Champagnole, c'était une RepRap qui a été fabriquée. On l'a créée à Biarn, les pièces ont été fabriquées à partir de l'imprimante de Biarn. Voilà, après, il y a toujours l'idée aussi des problématiques qui ne sont pas forcément liées à l'impression 3D, mais sur l'obsolescence programmée, des choses qui peuvent se faire à travers justement les réseaux toutréparé.com et autres. C'est le cas, voilà. Donc on a eu l'exemple de quelqu'un aussi du Fab Lab qui, pour son téléviseur, avait un problème de condensateur et puis... voilà. C'est ça, oui, et puis elle l'a trouvé chez Reboul à Besançon et puis elle a pu fabriquer, quoi. Voilà, ça c'est le truc de base, quoi, qui tombe en panne. Voilà, il y a aussi les aspects de recyclage et d'upcycling. Alors par exemple, on est en train d'ouvrir un Fab Lab à Arbois avec une association qui s'appelle Ecologicar, qui est une association qui développe
des projets liés entre art, écologie, sciences et puis l'environnement, sur des problématiques donc tant écologiques qu'environnementales et économiques. Et cette association est en train d'acquérir une imprimante 3D donc entièrement recyclable, justement, et fabriquée par Emmanuel Gillot, une Mondrian. Donc c'est vraiment un projet qui est né au départ. L'imprimante d'Emmanuel Gillot est déjà un projet de Fab Lab, puisqu'il a créé la première imprimante française réplicable, et entre autres, et aussi la première imprimante pliante qui peut transporter partout. Contrairement à ça qui est un petit peu plus costaud. Voilà, et l'idée d'Emmanuel Gillot, c'est justement que ces imprimantes, là par exemple on achète une imprimante qui est sur un axe de 20 cm3, à peu près comme celle-ci, mais toute la mécanique permet de pouvoir après multiplier par 20 cm à chaque fois les dimensions, donc on peut aller jusqu'à 20, 40, 1 mètre, jusqu'à 1 mètre, à peu près 1,20 m, et donc répliquer l'imprimante et l'agrandir. Mais il y a aussi, vous voyez la machine à côté de l'ordinateur, c'est une machine qui vient d'être financée. C'est une machine fabriquée par des Canadiens qui vient, c'est celle-ci, qui vient d'être financée sur un site de crowdfunding, qui est une machine qui à la fois broie du PET, donc les bouteilles plastiques ou les bouchons plastiques, l'extrude et en fait du fil à bobine. Donc l'idée pour cette association, c'est d'organiser des actions, des ateliers de sensibilisation dans les écoles, dans les collèges, et pouvoir démontrer de façon très concrète en quoi rime le recyclage. Aujourd'hui, il y a évidemment ici même en Franche-Comté des entreprises ou en Bourgogne des entreprises qui recyclent déjà le PET et qui refabriquent des bouteilles, mais là il s'agit de pouvoir montrer très concrètement comment ça peut se faire à travers... alors il ne s'agit pas de refabriquer des bouteilles, mais de fabriquer d'autres objets à la demande, et donc ça fait partie aussi des aspects essentiels des Fab Labs. Ça coûte cher cette machine-là ? Alors pas cher du tout, justement. J'ai le prix, là on l'a acheté $700 canadiens, ça fait 471 €. Donc ça reste une machine qui est une machine à usage vraiment personnel, hein, si je reviens, mais qui permet du fil en PLA, du PLA ou de l'ABS. Tout à fait. Et donc la machine a un processeur qui permet de calculer directement les différentes épaisseurs. En fait, la bobine tourne plus ou moins vite, le fil sort de l'extrudeur, et puis si la bobine tire un peu plus vite, le fil sort plus fin. Il est directement bobiné. Après, on peut directement l'utiliser une fois qu'il est à température normale. Il sert de bobine, comme on a derrière l'imprimante. Là. Voilà. Parce qu'il y a justement, on parlait tu parlais tout à l'heure de cartouches. Aujourd'hui, il y a énormément d'imprimantes qui sont des imprimantes très peu chères sur le marché. Typiquement. Mais dont les fabricants utilisent le principe de certains fabricants d'imprimantes laser, donc le principe de cartouche propriétaire. Et on connaît très bien le principe, hein. Si on a des cartouches 3 ou 4 couleurs, il suffit qu'il y ait une couleur qui soit vide pour que l'imprimante, si le logiciel est fait pour, vous dise il faut tout changer. Donc voilà. Ça fait partie de ces problèmes-là. Donc je reviens à ce qu'est un Fab Lab. C'est un lieu de ressources, un lieu de passionnés, des gens ouverts, les bricoleurs du XXIe siècle, adeptes de la bricologie. Alors la bricologie, c'est un terme qui a été créé il y a 3 ans par des artistes et des penseurs, parce qu'il y a effectivement aussi toute une dimension, une utilisation extrêmement intéressante faite par les artistes de tout ce qui est lié au Fab Lab et à l'impression 3D et au numérique. Donc c'est un acronyme de bricolage et de technologie. Et donc c'est un terme que j'ai réutilisé là parce que je le trouve assez expressif. Donc un Fab Lab, c'est un état d'esprit, c'est une charte et c'est un réseau mondial et local. Et donc c'est ce que l'on a voulu faire. Là je vous présente quelques Fab Labs en Europe et puis en France. Vous voyez qu'en 2010,
il y avait 35 Fab Labs en Europe et 0 en France, enfin recensés en tout cas. En 2012, on était à 125 en Europe, 7 en France. En 2014, 250, 45, et en 2016, on sera à peu près à 450 Fab Labs recensés et 110 en France. À travers Ikicher, on a donc voulu créer un lieu qui soit un lieu de rassemblement des Fab Labs de Bourgogne-Franche-Comté sur le principe d'un Fab Lab étendu, c'est-à-dire qu'on a sur tous ces différents lieux que vous pouvez voir, donc suivant les couleurs, ils sont ouverts en projet ou à l'étude. Et puis en bleu, vous avez les tiers-lieux. Mais l'idée, c'est de se dire que chaque projet naissant d'une communauté, donc dans cette démarche bottom-up, hein, de bas en haut, et donc les communautés portent elles-mêmes leurs propres projets, qui peuvent être des projets très différents d'un Fab Lab à l'autre. Et souvent, du coup, les Fab Labs s'équipent de machines à la suite, enfin, au fur et à mesure de l'évolution des projets. Et l'idée, c'était de se dire qu'on pouvait tous avoir des projets très différents, des savoir-faire très différents et des machines très différentes, et qu'on pouvait peut-être les mettre dans un pot commun. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de créer avec Ikicher, qui est de se dire on peut partager du temps humain, des moyens, des savoir-faire, du temps machine, et puis s'échanger en fonction des projets, toute cette évolution et comment dire, tout ce que la communauté peut vouloir développer. L'idée aussi, c'est qu'à travers Ikicher, on crée des partenariats avec des entreprises qui sont intéressées pour ouvrir ou approcher les Fab Labs. Par exemple, c'est le cas à Tavaux, avec Solvay. C'est un site Céveso. Un Fab Lab, malgré la charte du MIT, il peut y avoir des gens pas forcément bien intentionnés. On peut y fabriquer des armes ou des choses relativement dangereuses. Donc c'est extrêmement compliqué, voire impossible pour Solvay d'avoir un Fab Lab au sein de l'entreprise. Donc ils aident le Fab Lab de Tavaux à se développer et les Fab Labs autour du Grand Dole. On va leur mettre à disposition des locaux. Et incitent leur service de recherche et développement pour aller au sein des Fab Labs et travailler avec les outils numériques que les Fab Labs peuvent mettre à leur disposition. Ça, c'est un exemple. On a un exemple aussi, on est approché en ce moment par la Poste ou aussi par la SNCF, parce que les métiers de cheminots ou les métiers de postiers sont en pleine évolution. Il va y avoir dans leur métier de plus en plus d'usage numérique. Et l'idée de la Poste et de la SNCF, c'est de favoriser l'émergence des Fab Labs, d'inciter les cheminots ou les postiers à adhérer et à rejoindre les Fab Labs pour identifier ceux qui sont les plus aptes à l'évolution des usages numériques. Donc il y a tout un processus socio-professionnel qui est en train de se mettre en place à travers les Fab Labs. C'est susceptible d'installer des box, par exemple, tout ce qui est en moyenne 6% de courrier en moins par an. Donc depuis 10 ans, on est passé de 500 000, de 1 million à 500 000 puits au centre de tri de Besançon, qui va partir à la région d'ailleurs, il n'en rappelle plus. Donc, voilà. Et donc, effectivement, ils cherchent des pistes pour occuper les facteurs. Oui. Pour la sécurité des objets connectés aussi. Absolument. La sécurité des personnes âgées, tout ça. Donc les Fab Labs, ça permet effectivement, c'est un champ d'exploitation extrêmement large. Et pour rejoindre le sujet aujourd'hui et le cœur de l'action du Juratic, qui est les usages numériques et le développement numérique pour les entreprises, un Fab Lab aujourd'hui peut être un outil à la fois au service donc de tous les publics, d'une collectivité et aussi des entreprises. Et à travers Ikicher, on est dans cette démarche-là de favoriser l'émergence des Fab Labs, d'accompagner, parce qu'il y a un certain nombre de membres, enfin l'ensemble des membres d'Ikicher a déjà mis en place des Fab Labs. On espère qu'autour de cette table, certains d'entre vous qui sont intéressés pourraient rejoindre Ikicher et faire partager leur savoir-faire, leurs connaissances.
Et on accompagne aussi, on souhaite aussi accompagner les collectivités territoriales, parce qu'on a eu des retours d'expérience, par exemple à Épinal, d'une collectivité de la commune qui a créé un Fab Lab de toutes pièces dans une démarche qui est la démarche habituelle d'une collectivité territoriale. Et ils ont investi plus d'une centaine de milliers d'euros en machines et il n'y a personne pour animer et personne pour utiliser le Fab Lab. Pourquoi? Parce que le Fab Lab est vraiment dans une démarche de projet, culture de projet, et ça vient d'abord de la communauté des makers, ce qu'on appelle les makers, enfin les forgeurs numériques, les gens qui ont envie de rejoindre le Fab Lab. Et à partir de là, à partir de cette communauté peut se créer et se structurer un Fab Lab. Donc voilà pour ce qui était de la présentation, on va dire, générale. Nous sommes maintenant à votre disposition pour toute question. Pour les questions, en fonction de vos souhaits, de vos envies de monter un Fab Lab, de créer des projets, de participer, de découvrir plus précisément, de venir voir déjà dans un Fab Lab existant ce qui peut se faire. Il y aura Biarn, les portes sont grandes ouvertes si vous souhaitez venir sans aucun problème. Donc, voilà. Oui, mais justement, de m'avoir fait avec le Jura, j'ai deux petites questions. La première, Ikishare, c'est une nouvelle structure. Je voulais savoir à peu près quelle était du coup sa forme, sa mission par rapport à Netiki. Et puis, du coup, est-ce que c'est une implantation régionale? Est-ce que tous les membres de la carte que vous avez montré font partie d'Ikishare? Oui. Alors, Ikishare, en fait, sera, comment dire, est la structure porteuse de Fab Lab Bourgogne-Franche-Comté. C'est une association. Fab Lab Bourgogne-Franche-Comté n'a pas de structure. Donc Ikishare est une association qui rassemble tous les Fab Labs que vous avez pu voir sur la carte de Bourgogne-Franche-Comté, qui a pour but à la fois d'accompagner les Fab Labs dans leur émergence, dans leur structuration, d'accompagner les Fab Labs dans la professionnalisation de leurs futurs salariés, parce qu'il y a quand même aussi de la création d'emplois à clé. Au fur et à mesure que les Fab Labs vont s'ouvrir et vont avoir des temps d'ouverture nécessaires, on considère qu'il faut qu'un Fab Lab soit ouvert à peu près une vingtaine d'heures pour créer un premier emploi. Il y a 2 emplois qui sont aujourd'hui référencés par la charte de MIT, c'est le Fab Lab Manager et le forgeur numérique. Il existe aujourd'hui déjà des formations, entre autres à Toulouse, pour pouvoir former à ces métiers-là. L'idée, c'est de développer ces axes de formation, donc de professionnaliser, mais toujours dans un esprit d'ouverture communautaire. C'est à travers Ikishare créer et nouer des partenariats avec des fabricants d'imprimantes, avec des microprocesseurs, voilà, parce que ce ne sont pas uniquement des imprimantes 3D, c'est aussi on a des Fab Labs qui ont des découpes laser, qui ont des découpes à fil chaud, des découpes vinyles à commande numérique. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être nécessaires en fonction des projets. Donc l'idée, c'est de justement, à travers un réseau étendu, de pouvoir, soit si un Fab Lab du réseau à la machine peut la mettre à disposition, enfin voilà, voir comment les choses s'organisent. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que Ikishare organise un réseau étendu sur la Bourgogne et la Franche-Comté. À travers ça, Ikishare propose aussi ses services aux collectivités ou aux entreprises qui souhaitent ouvrir un Fab Lab. Et à partir de là, on a déjà des démarches qui ont été validées pour la création du Fab Lab de Champagnole, pour la création du Fab Lab d'Arbois, pour la création du Fab Lab de Savigny-les-Beaunes, ou en ce moment à Beaune aussi et à Chalon-sur-Saône. On entreprend une démarche qui est de communiquer, d'identifier une communauté, de rassembler, de créer de l'événement, et puis après de structurer sous la forme qui peut être choisie par la communauté, ça peut être associatif ou autre,
Et donc, Ikishare accompagne cette émergence et la création du Fab Lab. Ce qui était dans à travers des connaissances, par exemple, moi, je ne suis pas du tout un maker, je ne suis pas du tout Fab Lab manager. Mes connaissances sont des connaissances de gestionnaire, administrative et juridique dans le monde associatif. Et donc, l'idée, c'était de mettre dans cette idée d'Ikishare, de mettre en partage des compétences complémentaires et de pouvoir justement de cette façon-là accompagner l'émergence des Fab Labs, des tiers-lieux et de ces projets. Ils deviennent indépendants et du coup, deuxième question. Ils sont toujours indépendants. Toujours absolument indépendants, il n'y a jamais personne qui les régit. Quelle est la différence du coup entre ceux que vous mettez ouverts et ceux que vous appelez les tiers-lieux? Alors, d'un point de vue pratique. D'un point de vue pratique. Et puis, Beyond pas tiers-lieu et Dole tiers-lieu. Oui, parce que ce sont, par exemple, à Dole, ça va être un lieu qui va à la fois être un Fab Lab numérique, mais qui peut aussi avoir d'autres objets à travers le projet que le Grand Dole veut construire, que ça peut être un lieu de coworking, un espace de télétravail et autres. On pourra faire travailler des personnes en difficulté au niveau travail, etc., pourront s'implanter, pourront découvrir le Fab Lab et pourquoi pas se trouver une vocation, quelque chose par rapport au Cannes à Dole. Ouais, voilà. Ouais. C'est un petit peu l'idée aussi. À Arbois, par exemple, on l'a appelé Tiers Fab parce que il y a un Fab Lab, mais c'est aussi l'association Écologicar est aussi un lieu de création artistique, un lieu d'exposition et un lieu d'événements culturels. Donc tout ça est mêlé. Et dans l'idée, ce que je dirais, c'est qu'Ikishare aussi représente un groupe, la Bourgogne-Franche-Comté. Quand j'ai été à Toulouse, où on a eu on appelle ça le Festival des Fab Labs, on a eu tendance à remarquer, en discutant avec tous les Fab Labs de France, se dire, toi tu sais faire ça, moi je ne sais pas le faire, mais on n'a pas l'outil de communication, on n'a pas la chose... qui sait faire quoi Qui sait faire quoi Et où Là, on crée une plateforme. Mais malheureusement, je vous assure que quand je me suis rendu compte de ça, quand on est arrivé à Toulouse, on leur a dit, nous on est déjà dans l'idée de faire un regroupement de la Bourgogne et de la Franche-Comté pour partager tout ce qui est matériel, nos savoir-faire, etc. Passer des samedis par exemple l'après-midi, samedi dans une journée complète à se dire, aller du côté de au Beauboulon à Auxerre, ou entre autres. Et c'est ce qui manquait, c'est ce qui manque radicalement dans certains autres Fab Labs en France. Et c'est le besoin qu'il faut qu'on trouve, c'est que tout le monde un petit peu se développe et qu'on concrétise tout. Ça peut ressembler à une coopérative, absolument. Ouais. Si aujourd'hui on est une douzaine de lieux, on a à peu près, chaque Fab Lab à peu près une vingtaine d'adhérents, 25 adhérents, voire plus, ça dépend des Fab Labs ou de leur ancienneté. Imaginons que ces 12 lieux aient déjà 10 projets chacun, ça fait déjà 120 projets sur la Bourgogne-Franche-Comté, en sachant qu'il y a un Fab Lab à Cluny où il y a un architecte, il y a un Fab Lab qui va s'ouvrir à Vesoul où il y a aussi un architecte, ils peuvent aussi, à travers le réseau, travailler ensemble voilà. Sur des projets. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un lieu de partage plus étendu. Donc c'est vraiment, on appelle ça, nous, Fab Lab étendu Bourgogne-Franche-Comté. Parce que je vois, on se posait une question, parce que le projet Fab Lab, sous la casquette Cluster Jura, là, ça fait 2 ans qu'on en parle, avec Mathieu, Pascal, Marie et tout ça. On se demandait s'il fallait créer une entité, une association, par exemple, Fab Lab, ou est-ce qu'on pouvait englober le fonctionnement Fab Lab dans un mouvement un peu plus grand de coworking, etc. quoi. Donc sur la carte les deux sont possibles. Voilà, il n'y a pas forcément de réponse à ça, parce qu'on était plusieurs porteurs. Il y avait l'association Week-end en chantier, on fait du chantier collaboratif, donc on n'a pas d'imprimante 3D, on a une bétonnière, mais le principe est exactement le même. Et c'était à l'époque, justement, tout au début du cluster, je te rejoins dans tout ça. On ne savait pas s'il fallait créer une entité ou est-ce que ça pouvait être juste une part d'une association déjà en place. Qu'est-ce qui est le plus simple, je dirais, administrativement et en termes d'adoption dans un groupe de Fab Lab? Tout dépend comment sont constitués chacun des membres. Si le cluster est une association, si vous êtes une association, après il faut que ça soit quelque chose de souple et léger. Donc
Pour moi, si vous devez créer un Fab Lab, ça vaut le coup de créer une nouvelle structure, qui serait une structure associative, c'est ce qu'il y a de plus souple et léger. Nous-mêmes, au départ, pour Ikisher, on avait pensé créer une scope, ou créer, on a un peu travaillé sur de nombreux modèles de statut juridique. On était même parti sur un projet de fédératif, mais il se trouve que nombre de ces Fab Labs sur la carte ne sont pas forcément des associations. Quelques-uns sont soutenus, par exemple, dans le Morvan, sont soutenus par des collectivités au sein de télécentres ou autres. Donc on ne pouvait pas se créer en fédération, puisqu'une fédération regroupe forcément des associations. Donc on a créé une association propre. Nous, on met à disposition, par exemple, moi je vais, le week-end prochain, on va aller à Poligny, parce que là aussi il y a un projet de Fab Lab, mais justement qui rejoint ce que tu dis, parce que là, eux, c'est des jardins partagés, et ils veulent travailler sur certains aspects de culture biodynamique ou de culture en, comment on appelle ça, il y a un trou de mémoire. Mais, oui, mais aussi, oui, le permaculture, merci, je te remercie. Et donc on va leur créer des statuts. Voilà. Ikisher va leur créer des statuts pour les accompagner et identifier avec eux, les aider à identifier la communauté et à aller chercher des moyens. Ça, c'est des choses que l'on peut faire, des services qu'on peut offrir. Est-ce que les Fab Labs, c'est pas des nouveaux modes de club informatique qu'on connaissait un peu dans le village? Si, alors justement, on a beaucoup de Fab Labs, on a des Fab Labs qui sont des émanations de clubs informatiques ou des émanations de clubs de domotique, beaucoup, ou de robotique. C'était un club de robotique à Savigny-les-Beaunes. Mais voilà. J'étais président de Microtel. C'était des clubs de micro-informatique qu'on apprenait, on découvrait. Word, Excel, tout ça. Ah oui, oui. C'est même. C'est du basique, on était content de faire un petit programme basique de près des parcs de logement. On apprenait avec des TO7, Thomson et puis des Alice rouges qui disaient. C'était bien avant les progiciels, ça n'existait pas. Les progiciels, ça fait 30 ans, on a fait. Quand on voit les résultats maintenant, c'est vrai que on n'aurait jamais imaginé ça. Mais on peut dire qu'effectivement, un Fab Lab est dans la continuité et dans la filiation de ces clubs, mis au goût du jour avec les outils du XXIe siècle. Je dirais, moi, qui est même plus ouvert qu'un club informatique, parce qu'on accueille des anciens comme des jeunes. Exactement. Ce club informatique, ça fait club renfermé, micro, un peu de tout. Et maintenant, moi, c'est l'aspect que j'aime bien. Comme on en a pu en discuter, tu as vu l'autre fois à nos portes ouvertes, Fab Lab Netiki. Netiki, à la base, on fait beaucoup d'initiations informatiques aussi. Bien sûr, oui. Donc, c'est sûr qu'on a un niveau, on a passé le niveau, je vais appeler ça 2.0, mais c'est pas du tout forcément approprié, mais dans l'idée, c'est qu'on a évolué à, par exemple, proposer des ateliers aux personnes, comment choisir sa tablette, etc. Quels moyens, pour quelle utilisation, une tablette, un appareil photo, etc. Utilisation de Gmail, de Facebook, parce que Facebook est beaucoup dénigré, mais quand on sait très bien l'utiliser, tout se passe très bien. C'est la petite part que je voulais faire un petit peu dans Netiki, et étant le vice-président, je me suis un petit peu rendu compte avec le temps des besoins qu'il y avait, voilà. Et que ça a ouvert à des personnes qui avaient par exemple 70 ans à découvrir Netiki et réaliser et voir qu'est-ce que c'est qu'une imprimante 3D. Et les gens se sont dit, c'est génial, toutes les utilisations qu'on a, on a des personnes 70 ans qui peuvent très bien travailler dessus, quoi, sans aucun problème. Surtout, je crois que ce qui fait la richesse d'un Fab Lab, c'est qu'effectivement, on est sur des projets extrêmement variés. Aucun des Fab Labs sur cette carte ne se ressemble et n'est équipé forcément des mêmes imprimantes. Au contraire, nous, on a décidé d'acquérir une imprimante que les autres Fab Labs n'avaient pas pour qu'on puisse comparer et aussi se les échanger. Et du coup, ça fait venir des gens d'horizons très différents. Par exemple, à Savigny-les-Beaunes,
On a un exemple très concret d'une entreprise de la côte, de la Côte d'Or, au-dessus de Saint-Georges, des gens qui produisent du fruit rouge, qui le vendent dans des circuits courts, que ce soit en confiture, fruits frais, confiture et autres. Et ils avaient envie de fabriquer des roux-doudous avec leurs fruits rouges. Donc, vous savez, des petits... Et ils ont essayé de trouver Ils ne voulaient pas faire ça dans une coquille Saint-Jacques, puisqu'on est en Bourgogne, ils voulaient faire ça dans un taste-vin. Et fabriquer un moule en taste-vin pour les roux-doudous, il leur fallait 40 000 exemplaires, toutes les entreprises. Donc du coup, ils ont intégré le Fab Lab et puis ils fabriquent à la demande des modèles différents de taste-vin qui peuvent personnaliser. Et ça aurait pas pu être fait ailleurs que dans un Fab Lab, à moins qu'ils s'équipent eux-mêmes de machines. Alors effectivement, aujourd'hui, les machines sont de moins en moins coûteuses, et je pense que petit à petit, ça fera partie de la panoplie. Mais en même temps, on rejoint là encore une fois le club informatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a son ordinateur portable et a des logiciels, mais les maîtrise... qu'une partie. On n'en maîtrise qu'une partie. Donc l'idée, c'est qu'à travers la communauté, à travers les savoir-faire, et parce qu'on est dans un lieu d'échange, il y a une ouverture qui se fait, et qui est automatique, et des projets. Et ce qui est très important, c'est que ce sont des projets concrets. C'est pas n'importe quoi qui est le balancé comme ça, comme on pourrait dire une feuille, et puis qu'on se dit... ça va se passer comme ça, non, on aura quelque chose de... Et on a un résultat quasi immédiat, le temps de la fabrication, et puis de quelques balbutiements. Après, on peut faire quelques erreurs, et voilà, il y a un apprentissage qui se fait avec les machines et les logiciels, mais c'est très simple. C'est difficile, oui. Je rebondis sur ce que tu disais, l'adéquation aux besoins en termes de, par exemple, manipulation de tablettes, Internet, vous avez trouvé ça à l'Etiki. Quelle est la part de l'électronique, justement, de tout ce qui est bidouillage électronique, réparation de télé, de condensateurs, etc. Là, c'est le passionné d'électronique qui parle. Je suis là-dedans dans un petit bout de temps. Combien de fois je répare des télés, des machines à laver, etc. Moi, je suis pro. Aujourd'hui, j'ai créé une SIC, je suis dans les coopératives, j'ai créé ça. Sauf que quand j'ai honte de demander 12 € à mon client quand je vais réparer son volet roulant, quoi. Mais clairement, j'en suis là, quoi. Pour la petite anecdote, on a fait une conférence, on vient de la monter, la coopérative, là. On a fait une petite conférence et j'utilisais l'exemple. J'avais un client dans la salle à qui j'avais réparé son volet roulant. On en a changé un, donc on a acheté un volet roulant, puis l'autre on l'a réparé, puis là il y en a un deuxième qui est tombé en panne, je lui ai réparé son volet roulant, je lui ai remis. Et on était dans une démarche d'économie circulaire bien en place, etc., quoi. Depuis cette conférence, c'était le 2 septembre, j'ai vendu 3 réparations de volets roulants. 12 € pièce. Enfin 12 € le condensateur, et puis je prends les 2 fois 5 minutes, parce que, enfin bref. Mais du coup, dans les Fab Labs, on parle beaucoup d'imprimantes 3D. Quel Fab Lab, entre guillemets, est plus dédié à l'électronique, ou est-ce qu'il y a une demande en termes d'électronique aujourd'hui, au sens composant du terme, entre guillemets, quoi. Alors, combien de Fab Labs à Infraration des comptes on en a un qu'on n'utilise pas forcément, parce que chacun c'est sa spécialisation aussi. Entre autres, dans les Fab Labs comme à Biarn, on va travailler plutôt sur de l'impression 3D. On va travailler par exemple sur du Raspberry, de l'Arduino, des choses comme ça. Pour te dire, Raspberry Arduino, je commence seulement à commencer à travailler dessus, donc je n'ai pas de... production à titre professionnel. Bah voilà, mais par exemple, tu as le Fab Lab de Champagnole, là où ils travaillent sur tout ce qui est électronique, choses comme ça, où ils sont beaucoup plus dédiés plus à ça. Dans l'idée, comme on disait tout à l'heure, c'est ce fameux partage. C'est qu'il y a un point où on ne sait pas faire dans le Fab Lab à Biarn, on va s'enseigner auprès de Champagnole. Et dans les 24 heures, tu peux avoir une réponse de... 24 heures, je me comprends, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais tu peux avoir une réponse concrète, quelque chose. Alors, on n'est pas non plus là pour piquer, je le dis à chaque fois, on n'est pas là pour piquer le job des pros. Ah ben moi j'ai envie de le créer en fait ce job. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on veut pas être là pour dire, moi j'ai un mec du côté de Dole là qui veut créer, qui a créé de l'impression 3D, qui a une machine chez lui, on lui envoie ses plans et il sort avec son imprimante 3D des pièces. Ce mec là, on ne va jamais lui piquer son boulot. Si jamais demain on a une personne, je parle au nom de Netiki, nous pose cette question, lui dira ça va être plus approprié d'aller voir un professionnel, parce qu'on reste finalement des amateurs, un petit peu une évolution de l'amateur finalement, parce qu'au fur et à mesure tu apprends les choses, mais
on ne veut pas piquer ce job-là parce que chacun doit être à sa place finalement. C'est là où je veux rebondir, c'est par rapport à toute la communication qui est faite autour des Fab Labs pour le monde industriel notamment et pour les entreprises. Parce que ça reste quand même des prototypes de base. Aujourd'hui, une entreprise qui vient vous voir, qui vous dit voilà, moi j'ai un projet, est-ce que vous êtes capable de m'accompagner sur la réalisation de mon prototype? Quiz déjà de la conception de la CAO chez vous, qui peut l'accompagner? Tous les tests des formations, les tests de résistance, alors etc. pour répondre à ta question, clairement, si c'est une entreprise qui a ses propres services, Voilà. il pourra venir travailler et au sein du Fab Lab, on lui met à disposition les outils, mais personne chez nous ne fera le travail à sa place. Exactement. Par contre, s'il veut découvrir l'usage des outils que l'on peut mettre à sa disposition, on lui met à disposition des temps machines, c'est un service que l'on facture, et puis point barre, quoi. D'accord, vous n'avez pas forcément en interne dans les associations des compétences d'une personne en CAO pour accompagner les porteurs Alors, de projet. je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. Par exemple, nous, à Arbois, on a un dessinateur industriel 2D, 3D à la retraite qui est capable de le faire. Mais si on répond, à partir du moment où on adhère à la charte du MIT, on ne fera pas à la place de l'entreprise. Par contre, on peut développer le même type de produits, de projets et de démarches pour une start-up ou autre, quelqu'un qui est dans un incubateur. Comme Luc, par exemple. C'est l'intérêt, comme Luc, c'est l'intérêt aussi de rapprocher les Fab Labs de ce que peut être une pépinière d'entreprise ou un incubateur de start-up. C'est de pouvoir là avoir un service intégré, entre guillemets, pour quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de se l'offrir. Et on ne sera jamais, pareil, si on parle de prototypage ou autre, aujourd'hui, une imprimante 3D telle que nous, on peut avoir dans un Fab Lab associatif, parce qu'on représente quand même avant tout des Fab Labs associatifs, on n'aura jamais une machine qui sera capable de concurrencer totalement ce qui peut se faire dans le secteur industriel. Par contre, on peut avoir des choses qui approchent ou des choses qui sont complémentaires ou qui ont une autre démarche. C'est là où je rebondis encore une nouvelle fois. Vous parliez tout à l'heure de vos prothésistes. À quel moment on change d'échelle entre, je pense aux boîtes comme Sculpteo par exemple, qui se positionne comme une espèce d'industriel de l'impression à la demande, et merci. j'appellerais les clubs locaux qui sont les Fab Labs, qui sont plutôt de la découverte. Où se fait le passage à l'échelle? Le prothésiste, est-ce qu'il peut vraiment avoir quelque chose chez lui, ou est-ce qu'il n'a pas plutôt intérêt à avoir un Sculpteo? Est-ce qu'il n'a pas plutôt intérêt à avoir un espèce de Sculpteo par alors ça, c'est une question d'échelle économique, tout simplement. Non, pas forcément. Mais si on est dans le cadre d'une économie circulaire et de ce que vous pouvez développer à travers votre cluster, Sculpteo reste une offre qui pour moi est une offre dédiée à des gens qui n'ont pas l'équipement. Mais à partir du moment où on a à proximité sur un réseau communautaire des machines et des équipements qui permettent de le faire, pourquoi aller en direction de Sculpteo? Et de même, le prothésiste aujourd'hui, le dentiste prothésiste qui s'équipe d'une machine pour fabriquer ses prothèses, il a aujourd'hui tout à y gagner. Parce qu'il peut à s'équiper, oui, tout à fait. Parce que c'est... on est vraiment dans une démarche aussi à la fois volontaire et qui permet d'être rapidement réactive. On parlait tout à l'heure des lunettes. Hier, c'est quand samedi, je montrais justement à un fabricant de lunettes qui est à Châteauneuf ces logiciels qui permettent de pouvoir déjà fabriquer une paire de lunettes en 3D dans des matériaux qui sont, alors peut-être pas les mêmes, mais qui sont tout aussi durables que... Aujourd'hui, une durée de vie d'une paire de lunettes, c'est 2 ans, en moyenne. Comme un smartphone, hein, c'est 18 mois. Donc, est capable sur le réseau d'avoir tous les types, enfin pour
toute matière. Ah oui, absolument. Oui, oui. Oui, oui. Je pensais au métal. Métal, bois. Oui. Oui, à travers le réseau, on aura ça. On a même, par exemple, il y a l'école des arts et métiers de Cluny qui a intégré le réseau. Ils ont un Fab Lab qui, justement, est là extrêmement intéressant parce qu'ils ont aussi la possibilité d'imprimer en stéréolithographie ou des choses comme ça. Donc il y a des possibilités énormes. En plus, à Cluny, comme ils ont l'étiquette arts et métiers, il y a énormément de fabricants qui proposent à Cluny que les machines soient testées chez eux. Donc, et ça, ils sont dans le réseau Ikicher. Donc il y a quand même un certain nombre de choses à faire. À Cluny aussi, le Fab Lab développe et est aussi très axé sur la réalité augmentée. Et ça, c'est un axe qui est en plein développement sur, entre autres, des aspects à la fois patrimoniaux, touristiques aussi. Donc on est vraiment sur des secteurs, on touche à tous les secteurs de l'économie à travers notre réseau. Je voulais juste revenir sur un truc, le point à peine avant, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est en train de s'excuser dans le sens, se justifier sur le fait non, vous inquiétez pas, on ne fait pas de concurrence, etc. Enfin, que ce soit le Fab Lab, vous disiez, ah non, mais on ne fait pas de concurrence au petit vote du coin. Moi c'est pareil avec mon association Week-end en chantier, on est en train de constamment de se justifier à dire qu'on ne fait pas de la concurrence, mais il y a un discours qu'il faudrait commencer à avoir, c'est qu'aujourd'hui, un Fab Lab ou autre, je le verrais moi comme créateur d'emploi. Je rebondis sur l'électronique, je reviens sur l'électronique de tout à l'heure. Aujourd'hui, il manque dans toutes les villes une petite boutique qui répare. Ça manque. La première que je connais, elle est à Lyon. Donc faire 1h30 de route pour aller faire réparer acheter un composant, ou alors il y a Reboul à Besançon, mais aujourd'hui ça manque. Moi le Fab Lab, j'en ai entre guillemets marre de devoir s'excuser, de dire non, vous inquiétez pas, on fait concurrence, mais je le verrai. Alors, oui. Et là on parle d'un autre discours, si vous, enfin... Alors moi je suis prêt à changer de discours avec toi. Le souci aujourd'hui, je vais te le dire, c'est essentiellement un souci économique et politique. Je te donne un exemple. Je travaille aujourd'hui, aucun Fab Lab en France n'a obtenu le rescrit fiscal pour que les dons, voilà, non, pour que les dons qui puissent être faits puissent être défiscalisés par les bienfaiteurs. Et pourquoi? Très difficile d'obtenir la réponse, mais moi je sais aujourd'hui par des voies détournées, comme le ministère de l'économie, c'est une des raisons pour lesquelles les Fab Labs ne peuvent pas obtenir ce rescrit, c'est que il y a des lobbies qui travaillent en disant on est en concurrence entrepreneuriale. Et pourquoi le Fab Lab n'est pas entrepreneur et rentrerait dans la juste loi de la concurrence, quoi? Parce que ça sera peut-être le cas demain. Je pense que ça sera le cas, en tout cas pour certains Fab Labs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la démarche entreprise par les communautés qui veulent intégrer des Fab Labs. Il se trouve qu'on a dans les Fab Labs, par exemple, une forte communauté de libristes, donc les gens qui défendent les logiciels libres et autres, et pour lesquels il y a des crispations. Par rapport à cette démarche-là. Ça va jusqu'au point où un bénévole qui fait la comptabilité, le libriste va lui imposer un logiciel libre pour faire sa comptabilité, alors qu'il passe son temps à faire sa comptabilité sur d'autres logiciels. Donc tout ça pour dire qu'on est dans une démarche qui est aujourd'hui encore complexe, une démarche communautaire, et il faut que tout le monde soit mûr pour entrer dans une démarche entrepreneuriale. Mais pour moi, il n'y a aucune antinomie entre le fait, d'abord, qu'une association puisse avoir une démarche... un modèle économique. Oui, un modèle économique. Des créations d'emplois, enfin, on est en place, et on nous rabâche ça à la télé... Et aujourd'hui, on sait qu'un Fab Lab qui existe, ça peut être au minimum 2 emplois. Moi, je suis le premier dérangeur. Hein. J'ai créé une société coopérative d'intérêt collectif pour action simplifiée à capital variable. Il n'y a personne qui connaît ça. Hein, alors on se le prend pour une coopérative agricole, on se le prend pour une association de machin. On est une SAS, sauf qu'on est en coopérative.
on dérange tout le monde. Mais justement, les Fab Labs, moi je suis plus militant dans ce sens-là, de changer de discours. C'est plus on s'excuse, non, excusez-moi, alors, je veux pas être mais c'est vrai qu'on dérange. Pour rejoindre ce que tu vas dire, Ikicher, on a dans nos projets un bus Fab Lab itinérant. Toujours dans l'idée, la perspective des Fab Labs rurales, de lieux, voilà. Comme les bibliobus. Voilà, dans la même idée. Donc ça fait partie des choses à développer. Mais aujourd'hui, si tu veux, ça passe beaucoup plus. On pourrait le demander à des élus s'il y en a autour de cette table, mais l'aspect communautaire, associatif et autres permet d'ouvrir plus largement certaines portes d'entrée, tout simplement. Si on a des entreprises comme la Poste, la SNCF, Orange, qui viennent vers Ikicher, c'est parce que à la fois on est un réseau étendu, on a une implantation géographique, mais aussi parce qu'on est une association et que ça permet d'ouvrir plus largement l'accueil de certains publics. Il est plus facile aujourd'hui, moi je le vois de par notre expérience à Arbois, si aujourd'hui j'ouvrais un Fab Lab qui serait une boutique, par exemple, les gens n'ouvriraient pas forcément la porte. Ouais, mais ça répond à un besoin quand même, cette boutique. Elle répondrait à un besoin, oui. Oui. Mais on y répond aussi par notre démarche associative et puis qui sera, ça ne veut pas dire que tu vois, tu vends une réparation de 12 €, l'association peut aussi. À bientôt. Peut-être demain. Oui. Oui. Ouais. Et justement, du coup, c'est un peu le combat aussi Cluster Jurassique, etc. Cluster Jura. C'est comment modifier les choses pour que arrêter de s'excuser, mais créer l'emploi. Arrêter de s'excuser, oui. C'est une question de maturité dans la démarche. Il faut être prudent, voilà. Oui, c'est une question de maturité dans la démarche. Toi, tu as peut-être un caractère fonceur comme ça, mais c'est pas toujours simple, tu le sais. Donc aujourd'hui, oui, il s'agit de défendre d'abord aussi les Fab Labs au sein de certaines institutions pour pouvoir avoir certaines facilités. Aujourd'hui, il se trouve que le ministère de l'économie et du budget, avec le ministère de l'Industrie, essaye de labelliser les Fab Labs aujourd'hui. Il faut voir comment ça va se faire, si ça se fait. À partir du moment où on a un label d'un ministère, c'est pas toujours forcément un critère qui est à prendre en compte. Il faut étudier. Il faut étudier ça. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement innovant, quelque chose qui fait peur. Aujourd'hui, nombre de gens ne savent pas encore ce qu'est un Fab Lab. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui encore d'imprimante 3D, parce que c'est quelque chose qui est assez emblématique et qui est concret et qui permet une première approche. Alors c'est vrai que cette présentation que je vous ai faite n'était pas forcément la présentation idéale pour ce soir, mais quand on s'adresse à un large public particulier et autres, clubs de domotique ou de robotique qui veulent savoir ce qu'est un Fab Lab de plus près, on passe par ce type de machine, parce qu'on peut tout de suite montrer voilà, quelque chose de concret qu'on peut faire. Dans je me rends compte que nous, avec le temps, on s'est rendu compte qu'une imprimante 3D, qu'on a pu en parler avec Pascal Maguet, c'est simplement un appât finalement. Mais c'est un appât qui est bon. C'est pour, j'en reviens toujours un petit peu à mon principe de base de tout à l'heure, de renouer aussi ce contact. Parce qu'un Fab Lab, c'est pas que de l'entreprise, c'est pas que du particulier, c'est aussi rejoindre les gens. Je me répète peut-être, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, tu vois, avec la machine Protocycler, là, quand on va aller dans les écoles ou les collèges, demander aux gamins, vous apportez vos bouteilles, vous apportez vos bouchons, et puis on va concrètement, avec eux fabriquer du fil, et puis imprimer un petit objet qu'ils auront dans leur trousse, ou un porte-clés, ou un bijou, ou quelque chose, ça va
forcément imprimer leur cerveau immédiatement. Et c'est ça qui aujourd'hui, c'est un axe majeur. Et ça sera pareil avec les Arduino, les Raspberry, dans une autre dimension. Tu vois. Mais à partir du moment où, quand on voit, bah, tu vois, tous ces ordinateurs en Afrique fabriqués dans les jerrycans, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais justement, ça émerge de quelques Fab Labs à Ouagadougou, c'est ça. Et ailleurs, où ils récupèrent des pièces d'ordinateurs qui sont pour nous obsolètes, ils les réparent et ils refont des ordinateurs, mais dans des jerrycans d'eau, parce que c'est ce qui leur permet d'être à l'abri de la poussière et d'un certain nombre de choses. Voilà. Ils arrivent même à créer des imprimantes 3D avec de la récupération. Donc nous, on a un ami, un collègue à Vrigné-Viré en Haute-Saône qui l'a créé, mais j'ai pu voir un reportage. J'ai pas eu la chance encore de pouvoir me rendre à Ouagadougou, entre parenthèses, ce que j'aimerais, mais ça c'est un autre débat. Mais dans l'idée, ils ont créé des imprimantes 3D qui vont marcher aussi bien qu'une imprimante comme ça. Donc ils ont déjà cette avance, entre parenthèses, et justement on en a besoin de ça, besoin de cette idée. Pour en revenir à Equicher, ce que l'on fait à Equicher a déjà été identifié. On a été missionné aujourd'hui par une université du Pérou pour les accompagner dans la création d'un Fab Lab. Donc on a Alain Gicker qui est président du Fab Lab de Champagnole qui va partir là-bas à Lima et qui va les accompagner vraiment dans toutes les démarches que l'on connaît. Donc c'est ce que Equicher peut offrir aujourd'hui comme type de service, même si on n'existe que depuis quelques mois, mais l'ensemble des adhérents d'Equicher ont déjà une expérience dans leur domaine. Côté militant, quoi. Absolument. Il manque l'appui qui vient d'en haut. Mais on y travaille. Ouais. C'est ça, ouais. C'est un travail au corps. La Fédération française de domotique, ça va mieux parce qu'on a, entre guillemets, un pouvoir pour aller voir le gouvernement, etc. Là, on a eu des aides, on va peut-être bientôt avoir une assurance, 25 ans plus tard. Ah oui. Là, donc, mais tu vois, par exemple, la question des assurances et autres, c'est quelque chose que l'on partage à travers Equicher, parce que c'est une vraie problématique. Les besoins, quels sont les besoins en termes de matériel, en termes d'espace, nombre de pièces ou autres, en fonction des lieux qui peuvent être mis à disposition ou pas. Donc, voilà, c'est des choses très techniques, très basiques, mais qui permettent d'aller plus vite pour que des Fab Labs émergent. Je ne sais pas si vous connaissez la FFD, mais il faut attendre 30 ans, la domotique à 30 ans, on n'a toujours pas d'assurance, ni de code NAF, ni de l'eau technique dans un contexte de bâtiment, etc. 30 ans plus tard. C'est mon métier, on démarche là-dedans, vous allez voir une assurance, donc quand vous dites que vous allez réguler le chauffage, allumer de la lumière et puis surveiller je sais pas quoi, ils vont vous mettre une décennale de tous les immeubles qu'on brille, etc. Vous avez 10 000 € d'assurance décennale, alors qu'ils ne comprennent pas le fait qu'il y a un nouveau métier qui a 30 ans. C'est un nouveau métier qui a 30 ans. Quoi. Et les Fab Labs, ça va être le même truc, ça va mettre une génération. C'est ça pas forcément, justement, puisqu'on est dans une autre démarche. Puisqu'on commence même avant... On commence à faire la fédération avant même de faire les Fab Labs. Mais c'est ça qui est un peu compliqué. C'est celui de Champagnole qui est spécialisé en domotique aussi, oui. Avec des Raspberry. Moi, c'est mon métier. Qu'est-ce que vous appelez l'économie douce? J'ai vu ça dans un de vos slides. Ben, c'est une autre. Alors ça, c'est un terme de Corinne Lepage. Elle a fait récemment, elle a fourni un rapport à notre cher ministre de l'écologie. Et ce qu'elle appelle l'économie douce, c'est un mix d'économie circulaire, d'économie numérique et de circuits courts. Donc, et aussi de ce qu'on pouvait appeler à une époque l'économie bleue ou la troisième révolution industrielle. C'est un mélange de tout ça, mais pour elle, ça passe forcément par le développement du numérique et des accès au numérique et l'explosion de tous ces usages.
Et c'est aussi l'idée, l'économie douce, c'est l'idée justement on va dire, de ne plus sectoriser. Et ça, c'est bien un mal français, mais de plus forcément sectoriser les domaines. Et c'est ce qui se passe dans les Fab Labs, justement. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'on a des gens qui viennent d'horizons très très différents et il n'y a pas de catégorie, on va dire, ni de sectorisation donc on est vraiment sur cette, à la fois cette mixité sociale et ces échanges et ces partages. Je vous remercie pour votre intervention. Si vous avez d'autres questions. Merci.